Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité en direct sur Média TV. On est ensemble pour 2 heures d'informations. Au menu, la rubrique culture, les fondatrices du magazine Les Voyageuses qui sera lancée très prochainement sans les invités de Hanan Faro. À 19h45, le dossier du jour sera consacré aux amendements du projet de loi de finances déposé par la CGEM ce lundi à la Chambre des conseillers au Maroc. Hanan Faro reçoit le président de la commission fiscalité et réglementation des changes à la CGEM. Et d'abord le journal, voici les titres. À la une, le roi Mohamed VI a adressé un message au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le souverain a fait part de ses sentiments d'inquiétude et de préoccupation suite aux informations récurrentes concernant l'intention de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Et la tension monte d'un cran sur le territoire palestinien. Des manifestations ont été organisées aujourd'hui. Le Hamas a appelé les Palestiniens à manifester vendredi, proclamé journée de colère en réaction au projet du président américain. Son projet de déménager son ambassade à Al-Quds occupée. Ce projet qui suscite de vives réactions internationales. Le président français Emmanuel Macron a débuté aujourd'hui sa première visite en tant que président français en Algérie. Il a dit s'y être rendu en ami, refusant d'être otage du passé douloureux entre Paris et Alger. Les précisions dans ce journal. Sachez que le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, a adressé un message au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Le souverain a fait part de ses sentiments d'inquiétude et de préoccupation suite aux informations récurrentes concernant l'intention de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des États-Unis. Anissa Harraoui nous en dit plus. Donald Trump a fait savoir à plusieurs dirigeants de la région qu'il souhaitait transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. En sa qualité de président du comité Al-Quds, le roi Mohamed VI a adressé un message au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Dans cette correspondance, le souverain estime qu'il s'agit d'une tentative d'imposer un nouveau fait accompli en violation des résolutions de la légalité internationale. Le souverain y a aussi exprimé sa profonde préoccupation personnelle ainsi que la grande inquiétude ressentie par les États et les peuples arabes et musulmans. Le roi Mohamed VI a affirmé que l'idée d'une prise d'une telle décision risque d'agiter le spectre des conflits religieux et confessionnels, altérer les efforts internationaux pour la paix et attiser les violences et l'extrémisme. Le souverain l'affirme avec détermination, la préservation du statut d'Al-Quds est indissociable du processus de paix. Toujours dans son message adressé au secrétaire général des Nations Unies, le roi Mohamed VI a rappelé qu'Al-Quds était partie intégrante des terres spoliées des Palestiniens, mais également la cause de la Oumma arabe et islamique, suggérant par la même occasion à Antonio Guterres de dissuader l'administration américaine de prendre une quelconque mesure se rapportant à Al-Quds. Et suite à cette décision des États-Unis sur haute instruction du roi Mohamed VI, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a convoqué aujourd'hui la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Rabat, Stéphanie Millet, et les ambassadeurs de Russie, Chine, France et Royaume-Uni accrédités à Rabat. C'était en présence de l'ambassadeur de l'État de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au cours de cette réunion, Nasser Bourita a remis officiellement à la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis le message écrit adressé par le roi Mohamed VI au président américain Donald Trump. Dans ce message, le souverain exprime sa profonde préoccupation au sujet de la décision que compte prendre l'administration américaine. Les mises en garde se sont succédées aujourd'hui à l'adresse de Donald Trump alors qu'il s'apprête à prendre la décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Selon l'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, l'avenir de Jérusalem doit être négocié avec Israël et les Palestiniens assis côte à côte dans des négociations directes. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a pour sa part prévenu qu'une telle décision risquait de provoquer la colère des musulmans. Le président turc Recep Tayyip Erdogan compte lui réunir
un sommet des dirigeants des principaux pays musulmans le 13 décembre à Istanbul. La Chine et le Royaume-Uni ont joint leur voix au concert de réprobation. Les délégations palestiniennes et jordaniennes à la Ligue arabe ont demandé mercredi une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères. La colère ne cesse de croître en Palestine. Des manifestations ont été organisées aujourd'hui sur l'ensemble du territoire palestinien. Le Hamas a appelé les Palestiniens à manifester vendredi, proclamé jour de colère en réaction au projet du président américain, son projet de déménager son ambassade à Al-Quds occupée. Hier, les États-Unis ont interdit aux employés du gouvernement américain tout déplacement personnel dans la vieille ville de Jérusalem. C'est en raison de manifestations annoncées de Palestiniens contre le projet de Donald Trump. Dans le même dossier, dans un discours qu'il devrait prononcer à 18h GMT, le président américain devrait annoncer avoir ordonné au département d'État de commencer à mettre en œuvre le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, selon de hauts responsables de l'administration Trump. La décision tant attendue doit être annoncée dans les minutes qui viennent. Le président américain a estimé peu avant son discours très attendu qu'une décision sur ce sujet aurait dû être prise depuis longtemps. En jouant en direct à Jérusalem, notre correspondante Valérie Ferrand. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Veuillez nous excuser pour ce petit souci technique et on revient vers notre correspondante à Jérusalem dans nos prochaines éditions. Qu'en est-il maintenant du jeu de la diplomatie américaine? Je vous propose l'analyse de Jean-Éric Brana. Il est maître de conférence à l'Université Paris II, spécialiste des États-Unis. On l'écoute. Pour Donald Trump, en réalité, ce qui se passe dans le monde ne l'intéresse pas. Il nous l'a dit le 20 janvier, il est président des États-Unis et des États-Unis uniquement. Maintenant, la raison de son intérêt est évidemment qu'il y a Israël et qu'il veut apporter un soutien marqué à Israël. D'abord parce que le lobby juif aux États-Unis est très important. 24% de cette communauté a voté pour lui aux dernières élections. Bien sûr, les plus orthodoxes, et ce sont bien les plus orthodoxes qui veulent changer la capitale et la faire passer à Jérusalem, et ce sont bien ces orthodoxes qui veulent qu'il y ait une reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donald Trump leur a promis à 1000% qu'il serait derrière eux dans cette aventure-là, et aujourd'hui il est en train de, encore une fois, respecter une parole de campagne. Donc Donald Trump peut dire à sa base: je fais exactement ce que je vous ai promis, je ne bouge pas d'un iota par rapport à ces promesses de campagne à Washington. Diplomatie à présent, le président français Emmanuel Macron a entamé aujourd'hui sa première visite en tant que président français en Algérie. Il a dit s'y être rendu en ami, refusant d'être otage du passé. Un passé douloureux entre Paris et Alger. L'avion présidentiel a atterri en milieu de matinée à Alger. Emmanuel Macron a fait un geste pour régler l'un des contentieux historiques entre les deux pays. Il s'est dit prêt à ce que la France restitue des crânes d'insurgés algériens tués au 19e siècle par l'armée française et conservé au musée de l'Homme à Paris. Lors de ses entretiens avec les dirigeants algériens, Emmanuel Macron devrait aborder notamment les crises au Sahel et en Libye. On revient maintenant sur cette visite du président français en Algérie avec Abdelkader Abdelrahim, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. C'est un voyage qui a une fonction essentiellement diplomatique. Il faut quand même essayer de maintenir à minima cette relation bilatérale qui a toujours été compliquée et qui l'est plus aujourd'hui encore en raison de l'état de santé du président algérien qui est absent et qui n'est plus en mesure d'assurer les charges de sa fonction. Donc c'est très difficile d'avoir un interlocuteur de l'autre côté de la Méditerranée pour la France. Mais malgré tout, l'Algérie, c'est un pays important, c'est un pays qui compte. C'est aujourd'hui le pays le plus vaste en Afrique. C'est la deuxième armée du continent. Pour la France, c'est important parce qu'il faut avoir un interlocuteur au moins pour ce qui concerne les questions de sécurité et de migration. Même si on sait que les diplomates se parlent, que les ministres voyagent et se voient régulièrement, on ne voit pas en revanche de projet global de l'Algérie dans son environnement maghrébin et méditerranéen et dans son espace stratégique.
Parlons environnement à présent et on part au Kenya. La 3e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement se poursuit à Nairobi, au siège du programme des Nations Unies pour l'environnement. Environ 4000 représentants des milieux politiques, économiques et de la société civile participent à cet événement. Ils participent pour discuter de plusieurs sujets en matière de l'environnement. Selon un rapport de l'ONU, la dégradation environnementale engendre 12,6 millions de décès chaque année. Tous les habitants de la planète sont touchés par la pollution. Et on revient sur cet événement à Nairobi avec un Jackie Bonnemin, spécialiste des questions environnementales. Écoutons-le. Les pays africains et la réunion à Nairobi se concentre sur la vie de tous les jours parce que il y a des problèmes sur l'eau qui est polluée par des bactéries, par des produits toxiques très persistants. Il y a la gestion des déchets de tous les jours qui s'entassent dans des décharges qui ne sont pas contrôlées. Il y a la pollution de l'air, bien entendu, problème universel, mais particulièrement pesant en Afrique où il y a une circulation automobile effrénée et souvent composée de véhicules réformés. Il y a l'agriculture avec des pesticides, des insecticides qui sont souvent interdits aux États-Unis ou en Europe, mais qui continuent à être exportés officiellement ou en contrebande en Afrique. Le travail est immense. C'est jamais trop tard pour agir contre une maladie. Il faut considérer la pollution comme une maladie et appliquer là où il faut les médicaments qu'il faut, et ils existent. En Afrique centrale à présent et plus exactement au Gabon, on s'intéresse à cette action humanitaire. La mission médicale marocaine a débuté ses interventions ce matin au centre hospitalier universitaire de Libreville. Entre offre de soins de santé aux populations et appui technique à l'expertise locale, la caravane renforce la coopération sud-sud entre le Royaume du Maroc et le Gabon. Ismaël Obiangze a suivi l'une des interventions chirurgicales ce matin à Libreville. Reportage. Un patient très vite admis en urgence au centre hospitalier universitaire d'Angonjo au nord de Libreville. C'est un assuré ACNAMGS reçu par une équipe paramédicale du bloc opératoire. Le malade doit se faire opérer d'une double hernie discale. L'intervention qui mobilise anesthésistes et neurochirurgiens sur le sujet examiné semble bien délicate. Au bout d'1 heure et demie, le résultat des experts commis à la tâche est satisfaisant. Les conditions d'opérer sont très bonnes. Et l'intervention s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Et l'intervention est considérée réussie. Donc on va attendre le réveil de la malade pour voir comment est son état en post-opératoire. La mission des médecins marocains à Libreville pour les consultations et interventions chirurgicales en neurologie est la preuve de ce qui peut être une dynamique pour la coopération sud-sud. La coopération avec le Maroc, notamment avec les médecins marocains, nous l'avons débuté sous l'instigation de l'ACNAMGS, où nous y allons de temps en temps, eux ils viennent. En fait, on partage le traitement, le suivi des malades ensemble. Et donc, cette fois-ci, ils ont décidé de venir initier quelque chose d'important, c'est-à-dire commencer à opérer avec nous au Gabon. Que ce soit un malade, 2 malades ou 10 malades, l'important c'est que nous initions cette coopération vous avez bien vu, nous collaborons très bien. Nous sommes dans la coopération sud-sud et il n'y a pas trop d'ego entre nous, personne ne regarde l'autre de travers et donc c'est l'ambiance bon enfant. Les communications scientifiques sont aussi au programme de cette mission médicale marocaine à Libreville. Elle s'achève cette fin de semaine par la signature de conventions entre la Société d'évaluation médicale internationale et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon. Culture, dialogue et bon voisinage, c'est le thème retenu pour les journées du Maroc en Tunisie qui se poursuivent jusqu'au 19 décembre à l'initiative de l'ambassade marocaine à Tunis. Un grand concert intitulé Horizon Andalou a marqué l'ouverture des journées du Maroc, un rendez-vous alliant culture, musique, cinéma et gastronomie. Reportage de notre correspondante à Tunis, justement, Najwa Bacha. De la Méditerranée aux portes du Sahara. Le spectacle Horizon Andalou illustre cette histoire de rencontre entre Ali Aloui et ses musiciens, issus du flamenco, du jazz et de la musique classique, qui unissent leurs talents pour rendre hommage à l'héritage musical commun
entre la Tunisie et le Maroc, dans le cadre des Journées du Maroc en Tunisie. On présente la culture marocaine avec un nouveau style de musique. On prend de la tradition, et on fait des arrangements, on fait du travail. Et ce qui est plus important, c'est que chaque musicien de l'orchestre, il faut qu'il amène sa touche à lui. Et les musiciens apportent aussi de leurs univers, que ce soit le jazz, les musiques du monde, la musique classique. Tout ça, ça fait une rencontre des cultures, mais autour de la culture arabo-musulmane. Les Journées du Maroc à Tunis se célèbrent du 5 au 19 décembre. La culture, le dialogue et le bon voisinage. C'est un moment de fusion aussi artistique. Ces journées culturelles accordent une importance particulière au débat démocratique. Il y aura ainsi des tables rondes sur les droits de l'homme, sur l'éducation à la citoyenneté, sur l'autonomisation de la femme. Le Maroc, c'est un pays frère, c'est un pays ami, c'est un pays où les dénominateurs sont conjugués entre langue, coutumes, habitudes, religion. S'inscrivant dans le cadre de la décentralisation, une journée dédiée au court-métrage sera organisée à Monastir, la ville côtière du Sahel tunisien, avec le soutien du centre cinématographique marocain. Le dialogue et le bon voisinage. Les Journées du Maroc en Tunisie représentent une belle initiative qui devrait consolider le flux culturel existant entre la Tunisie et le Maroc et constituer un tremplin pour approfondir la connaissance réciproque entre les deux peuples. Najwa Bécha, Médien TV, Tunis. Voilà, on vient de l'apprendre, le président américain Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, une décision attendue. Il en parlait d'ailleurs depuis sa campagne électorale. Donc pour devenir président des États-Unis, il a rompu ainsi avec des décennies de diplomatie américaine, rappelant que les États-Unis jusque-là jouaient un rôle très important dans les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. La France et le monde du rock ont perdu un grand chanteur, Johnny Hallyday, s'est éteint à l'âge de 74 ans. Il a succombé à un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plus d'1 an. Le mois dernier, le chanteur a été admis à l'hôpital pour détresse respiratoire, hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. L'ex-idole des jeunes a notamment été placé en coma artificiel à Los Angeles en décembre 2009. Parmi ses titres les plus connus, l'idole des jeunes, Retiens la nuit, Le pénitencier ou Que je t'aime pour les années 60. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'essentiel de l'actualité économique, c'est dans un instant avec Oumaima Sibila. A tout de suite.